Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième vidéo réponse. Cette fois-ci, je vais répondre à la vidéo de Julien Rochdy, pourquoi l'Occident domine le monde. La vidéo sera en descriptif. Il est conseillé de la regarder avant, puisque je vais un petit peu en faire sa critique. Alors avant tout, c'est une vidéo très intéressante, assez longue, 1h40 je crois, qui aborde beaucoup de sujets dans une certaine logique. Alors oui, comme c'est une vidéo réponse, il n'y aura pas la partie historique, philosophique et politique. Je vais dérouler un peu sa vidéo et répondre au chapitre, puisqu'elle est quand même très bien structurée, donc je vais profiter de ça pour y répondre. Donc c'est intéressant, mais il y a, à mon sens, quand même pas mal d'amalgame et de méconnaissance de la culture asiatique, de la philosophie bouddhiste et chinoise. Et je vais me permettre de... il y a aussi quelques erreurs, et je vais me permettre de rectifier un petit peu tout ça de manière tout à fait modeste. Alors, déjà quelques remarques préliminaires, et après on va aller dans les chapitres de la vidéo. Il y a quelque chose qui me dérange parce qu'il n'y a pas du tout de prise en compte géographique dans sa démonstration. Alors que la géographie est quand même ce qu'il y a de plus important dans la définition d'un État, d'un peuple, d'un empire et de l'évolution de l'humanité en général. La géographie joue un rôle primordial. Par exemple, on y reviendra après, mais les empires russes, chinois ou indiens ou américains ont un point commun géographique. Ce sont de grands espaces peu montagneux. Alors, je ne parle pas, bien évidemment, de l'Himalaya en Asie ou des monts Rocheux et Appalaches qui ont été des frontières un petit peu à une certaine époque aux États-Unis, mais ces empires-là sont, enfin, les empires sont en général quelque chose géographiquement d'un peu plat et de vaste qu'on peut maîtriser. Par exemple, l'Empire romain, il y avait la Méditerranée. Ben, la Méditerranée, c'est plat par définition. Voilà, donc ils n'ont pris en compte des frontières naturelles que représente l'Europe. Hein. L'Europe, c'est un occidental, hein, bien évidemment, c'est petit déjà en termes de surface par rapport à la Chine ou à l'Inde. Et il y a des frontières naturelles très bien définies, très précises, et ça joue un rôle fondamental dans l'évolution de nos États-nations européens. Le deuxième point, c'est qu'il n'aborde il l'aborde pas directement et c'est dommage. C'est la guerre de 30 ans qui a créé le droit européen et les États-nations. Hein. La guerre de 30 ans est extrêmement importante. Alors, il parle des guerres de religion. Alors, la guerre de 30 ans, c'est une guerre de religion, oui et non. Ça va au-delà de ça. Alors, c'est quelque chose qui est capital pour la création de l'Europe. La guerre civile européenne, la paix de Westphalie, c'est le fondement des États-nations, de l'idée même d'un État et des droits qui en découlent et également donc des droits des citoyens des États. C'est la conception de l'État moderne, si vous voulez. Alors ensuite, mais alors là, il n'est pas du tout seul. C'est très peu abordé par peu d'auteurs. Donc moi, dans mes livres, j'en parle bien évidemment. Le seul qui en parle un petit peu, c'est assez étrange, c'est Kalergi, dans son livre Noblesse technique et pacifisme, dont je parle souvent, qui n'est jamais aussi parlé. La seule personne qui en a jamais parlé, je crois que c'est Pierre de Brague, dans Faits et Documents, il me semble. Mais bon, voilà. Donc la liberté individuelle est nordique. On parlera des Grecs ensuite après, mais la notion de liberté individuelle est nordique, celtique, germanique. Le paysan libre, armé, propriétaire de son terrain, de sa terre, c'est les Nordiques, les Germains et les Vikings, jusqu'aux Vikings. C'est pour ça que dans mon schéma sur la complexation des sociétés, je mets l'ère Viking, qui est importante. C'est le paysan libre armé, d'accord.
Là, vous avez vu, en France, là, l'État a fait oh, rendez-nous les armes illégales, c'est pas grave, c'est là. Tous les Français ont fait la queue pour aller rendre leurs armes, l'arme de grand-papa, le pistolet à poudre de tonton. Voilà, nous sommes des moutons, des petits moutons, hein, et nous obéissons bien aux injonctions de Macron. Bon, ça c'est un autre problème, mais voilà, le Viking, lui, il n'aurait jamais été donné ses armes, hein, croyez-moi. Hein. Et ça perdure un petit peu aux États-Unis dans cette notion, parce que les États-Unis a été fondamentalement fondés par des protestants nord-européens. Bon, on y reviendra après. Donc ça, c'est une question importante parce que cette notion individuelle de liberté, c'est confronté, et ça je l'explique dans l'espace CP. Alors voilà, espace CP, disponible chez thebookedition.com. Hein, vous voyez, c'est écrit en petit, 240 pages. On aurait facilement pu faire 300 pages en écrivant un peu plus gros et en espaçant, etc. Mais bon, pour des questions de coût, pour pas que ça coûte trop cher, parce que je le vends 16 €. Voilà, donc il y a du contenu, et là j'explique ça. Ensuite, si vous voulez, cette liberté individuelle nordique, elle existe aussi chez les Grecs, mais les Grecs c'était un système élitiste, hein, avec des esclaves quand même. Hein. L'individu n'était pas libre. Hein. L'élite, oui, comme chez les Romains, mais là on parle vraiment d'élite. Hein. Alors c'est quand même assez différent. La vraie démocratie, elle n'est pas grecque, elle est viking ou germanique jusqu'à l'ère viking. L'individu armé, libre, propriétaire terrien, guerrier et paysan. Voilà, ça c'est la notion de liberté et c'est nordique. Et ça a été aussi un des traits moteurs pour le protestantisme. Alors, cet esprit individuel s'est confronté au christianisme qui, comme le décrit bien Kalergi, est une religion urbaine et là du coup universelle, hein, comme Badiou l'explique, universelle, nous sommes tous en un en Jésus, etc. Mais urbaine et mondialiste. Et elle s'est confrontée à cet esprit territorial sanguin, consanguin des Européens du Nord. Voilà. Et ça a créé un moteur de dualisme, d'une dualité, une confrontation que j'expliquerai plus tard. Et ça, c'est important à retenir. Alors maintenant, en quatrième point, je définis dans l'espace CP, et ça, il n'en parle pas. Mais bon, ça transpire quand même, sans qu'il en ait pris conscience. C'était en fait, si vous voulez, la complexification des sociétés, l'urbanisation, le développement, l'explosion démographique qui n'a pas commencé en Europe, hein, pour information, mais en Mésopotamie, a créé deux types de sociétés dans le monde que je définis comme la société de la libération du libéralisme, de la violence libérale, si vous préférez. Donc ça, c'est les sociétés dites démocratiques où nous sommes, et elles sont toutes chrétiennes ou israélites. Et Israël aujourd'hui, hein, je parle de l'Israël moderne, pas l'ancien, en gros, c'est les Européens. Hein. Israël, c'est un pays européen au milieu de l'Afrique du Nord, avec des gens qui pratiquent une religion, la religion juive, mais c'est des Européens. 90% c'est des Européens. Donc ils ont amené la mentalité européenne avec eux, et ils ont été influencés par le christianisme, bien évidemment. Et le deuxième type de société, c'est la société de la hiérarchisation de la violence. La première, elle est on va dire, latérale, et la deuxième, elle est pyramidale, d'accord? Et la hiérarchisation de la violence, c'est toutes les autres sociétés en réalité, d'accord? Donc effectivement, la société chinoise, la société russe, la société indienne, qui même si c'est une démocratie, c'est strict quoi. Et le Cambodge où je vis, ou voilà, l'Amérique du Sud souvent, etc. Alors ces types de sociétés-là, elles sont beaucoup plus sensibles et pas sensibles, mais beaucoup plus corruptibles que les sociétés dites démocratiques, qui le sont aussi, hein, mais c'est caché, parce que les États-Unis c'est le pays le plus corrompu au monde, hein, il faut quand même en avoir conscience. Mais par contre, en termes de liberté individuelle, la Russie ou la Chine permet la liberté individuelle d'entreprendre, d'accord? Liberté individuelle économique, mais pas politique. Voilà, ça il faut bien le comprendre. Alors voilà un petit peu ce que je voulais dire. Maintenant, on va rentrer dans les chapitres. Bon, son introduction, j'en parle pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Occident? Alors là, déjà petit. Alors, j'en reparlerai après. Mais il confond a priori, ou il mélange un petit peu les Indo-Européens et les premiers habitants de l'Europe. Hein. Les premiers habitants de l'Europe ne sont pas des Indo-Européens. Ce sont les descendants du Doggerland. C'est le type d'aplogroupe I
qui restent encore un peu en Scandinavie, un peu en Albanie ou je sais pas où. Les Indo-Européens, c'est l'aplogroupe R. Et les Indo-Européens ne viennent pas du tout d'Europe, enfin tout au moins d'Europe occidentale. Ils viennent de l'Europe centrale, quasi asiatique, et c'est un haplogroupe R. Alors maintenant, ça c'était, j'en reparlerai après parce qu'il en reparle après, avec cette notion assez ridicule de glace, période glaciaire, enfin il confond des choses, mais enfin bon. Voilà. Alors maintenant, il donne une définition de Philippe Nemo, je sais pas comment on prononce, Nemo ou Nemo. Alors ça c'est très intéressant, bien évidemment. La notion d'Occident est présente en filigrane dans. Alors là, je lis une partie, je pense que un résumé de son livre. Géopolitique d'aujourd'hui, mais reste une notion assez floue, s'appuyant sur l'histoire. L'auteur tente de définir plus précisément. C'est selon lui une construction structurée en 5 éléments clés. Voilà. Donc là, je vais citer les éléments clés. Donc c'est la logique grecque, la loi romaine, l'organisation de la loi romaine, le christianisme. Et là, c'est un biais parce que ça vient des Nordiques et le droit individuel. Mais le christianisme s'est adapté en Europe et s'est transformé d'une religion un petit peu orientale, un petit peu hiérarchique, parce que je rappelle qu'il fallait tout donner à Jésus, hein, que Ananias et Saphira ont été tués par Pierre, bon, l'Esprit Saint ou Dieu, si vous voulez, ou Jésus, parce qu'ils n'ont pas tout donné à l'Église. Hein, ils ont gardé un petit peu en tant que bon père de famille, hein, n'oubliez pas ça. Mais elle s'est adoucie, la religion chrétienne s'est adoucie, s'est adoptée, notamment dans le catholicisme, qui a été inspiré par les Gallo-Romains et l'influence germanique du droit individuel avec Clovis. On le néglige totalement, ça. C'est quelque chose qui est pas du tout voilà, peu de gens en parlent. Donc, effectivement, christianisme, droit individuel nordique. Et ensuite le rationalisme, c'est-à-dire en fait le thomisme, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo à la réponse à l'abbé Raffray, c'est très intéressant, le thomisme est extrêmement intéressant, c'est la recherche du raisonnement de la logique pour décrire Dieu, et donc dire que Dieu est logique, est quelque chose qui est quasi scientifique. Alors on va pas aller jusqu'à là, mais bon, voilà. Mais alors ça c'est aussi la dualité entre le modernisme et la tradition, c'est-à-dire en fait cette religion qui est un peu hiérarchique, qui nous vient des Sémites, d'Orient donc, qui se transforme en Europe dans le christianisme catholique, et après dans un deuxième sursaut avec les protestants, qui sera le libéralisme, mais elle se confronte à notre logique grecque, là on peut le dire c'est grec, de la volonté de rendre quelque chose qui est spirituel, quasiment superstitieux, logique. Ça, c'est tout à fait exact. Et en fait, donc ça c'est le rationalisme. Et le dernier point, c'est le libéralisme, notamment avec les protestants. Le libéralisme, pas qu'économique, hein, du droit individuel aussi, mais aussi économique. Hein. Bon, ça c'est tout à fait exact. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc ensuite, autre chapitre, que veut dire supériorité? Parce qu'il parle de supériorité occidentale. Moi, je n'emploierai pas ce mot-là, parce que justement, ça veut dire, ça décrit une hiérarchie. S'il y a un supérieur, il y a un inférieur. Je parlerai plus de puissance, moi. Mais bon, ça c'est libre à lui. Donc l'Europe a dominé le monde. Lui, il parle à partir du XVe siècle. Moi, je dirais que l'Europe est un centre culturel, scientifique et politique et philosophique, mais depuis bien avant, bien avant, même s'il en existait ailleurs, parce que lui parle du XVe siècle parce que la Chine a commencé à se renfermer à cette époque-là. Mais non, l'Europe préhistorique, si vous regardez le nombre de dessins rupestres, il y en a dans le monde, hein, mais ils sont concentrés dans le sud de l'Europe. Et en France notamment, c'est tout à fait Chauvet, Lascaux, les Solutréens qui ont inventé l'aiguille à coudre, qui auraient navigué peut-être même jusqu'aux États-Unis, Amérique du Nord, même durant, si vous voulez, ensuite les Indo-Européens, mais ça il n'en parle pas, mais la culture celte c'était une culture énorme, même à l'époque des Grecs, je veux dire, c'était une culture énorme. Les Celtes, ils ont un artisanat fantastique. Alors oui, il n'y a pas d'écriture, mais même les Germains, c'est une énorme culture. Ils ont maîtrisé le fer, etc. Enfin bon. Et les Celtes, ils ont fait le commerce de l'étain pour le bronze, et ainsi de suite. Donc c'était l'Europe, et même au Moyen-Âge, on dit le Moyen-Âge, on a perdu le savoir grec, etc. Mais c'est faux. Les cisterciens du Moyen-Âge, mais c'était des ingénieurs. C'est eux qui ont construit les cathédrales. Vous croyez qu'on construit une cathédrale comment? Il y a des connaissances mathématiques, géométriques. Le savoir n'a jamais été
perdu. C'est juste que dans le Moyen-Âge, on est retombé un petit peu comme à l'époque grecque, dans une société d'élite, de seigneurs élitistes. Mais le savoir n'a jamais été perdu. Les moines au Xe siècle, ils ont commencé à construire, et enfin, il y a eu des progrès de médecine. Enfin voilà, le Moyen Âge n'est pas du tout une période noire, comme on décrit. Alors peut-être à une petite époque, ça existait au début du christianisme, à la fin de l'Empire romain, au début du christianisme. Oui, il y a eu peut-être une période un peu fanatique chrétienne, hein, d'obscurantisme, mais ça n'a pas duré très longtemps. Voilà. Donc supériorité, bon. Voilà, moi je ne tendrai pas ce mot-là, mais oui, l'Europe est un centre culturel, et l'a toujours été. Alors maintenant, état des lieux avant le XVe siècle, parce que pour lui, le XVe siècle est la période charnière où l'Europe a commencé à dominer le monde, c'est exact, mais c'est surtout, c'est pas que l'Europe a commencé à dominer le monde, c'est que la Chine s'est renfermée, hein, une petite nuance. Donc moi je parle de complexification des sociétés, il n'en parle pas. J'ai décrit les deux types de sociétés qui sont apparues, une libérale européenne, mais violente, avec un système plus horizontal, et une plus hiérarchique, avec un système pyramidal. Alors, il parlait aussi de l'Égypte comme étant un centre culturel important, etc. Oui et non. L'Égypte, c'était une société totalement pyramidale, hein. L'individu, il n'était pas libre en Égypte, hein. Il y a eu une religion établie, il y a eu des sciences géométriques, etc., pour calculer des parcelles, avec la crue du Nil, etc. Mais c'était pas des hyper scientifiques, hein, les Égyptiens. Je veux dire, mathématiquement, c'est assez limité. C'est pas non plus extraordinaire. Bon, voilà. Alors, on parle d'une civilisation quand même magnifique, oui, mais esclavagiste, hein, ou peut-être pas esclavagiste dans le sens de Hollywood et du peuple israélien, mais hiérarchique et dur. Voilà quoi. La liberté individuelle, ça n'existait pas trop, hein, en Égypte, mais un peu comme en Grèce aussi d'ailleurs. Mais bon, pas comparer les deux. Alors la Chine, effectivement, au XVe siècle, s'endort. Pardon, avant le XVe siècle, la Chine est ultra puissante. Pardon, elle va s'endormir au XVe siècle. Mais c'est pas que la Chine. Il parle effectivement de l'Amérique du Sud avec les Incas et les Aztèques, mais il y a encore au Cambodge, il y a des empires énormes. Il parle du nombre de populations au XIVe siècle. Paris, effectivement, c'est 200 000 habitants. Encore, on n'est pas loin du million d'habitants, comme Pékin. Et après, il dit que les Chinois naviguaient pas, ne faisaient pas de géographie ou d'histoire. Non, c'est faux. Nous, on sait que, par exemple, des commerçants chinois, et donc bien un système libéral, sont allés partout dans toute l'Asie, voire même en Inde, etc. Et au Cambodge, on a les écrits de Zheng Yu, et il décrit l'empire Khmer, il dit comment faire du commerce. En fait, c'est des ambassadeurs. Donc, la Chine était tout à fait ouverte au reste du monde asiatique, mais même au-delà de l'Asie, puisque je rappelle que y a un très bon ouvrage de Rome à la Chine. Les Romains, là je parle donc en 166 après Jésus, 200 après Jésus, les Romains et les Chinois se sont rencontrés par intermédiaire. Et je veux pas dire que les Chinois, ils écrivent de l'histoire, parce qu'ils ont tout consigné. Et quand les Romains arrivent en Chine, ils les traitent de malpropres, quoi. Les Romains, ils ont des cadeaux de pacotille. Et en Chine, il y a de l'or sur les pagodes. Enfin, je veux dire, la Chine est un pays riche. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que Marco Polo est allé après, à cause de ces écrits-là et de cette histoire. Alors, effectivement, Florence, à cette époque-là, ce qui donne des chiffres, c'est intéressant, c'est 40 000 habitants, la Chine pas loin du million, mais encore aussi pas loin du million, l'Inde aussi, c'est une civilisation énorme, l'Inde. Il n'en parle pas beaucoup de l'Inde, mais c'est une énorme civilisation, l'Inde. Hein. De toute façon, il y a 3 centres de civilisationnelles au monde, il y a l'Europe, l'Inde et la Chine. Voilà, il n'y en a pas d'autres, d'accord. Par exemple, au Cambodge, ça s'appelle Indochine, toute la région ici, parce que c'était une civilisation entre l'Inde et la Chine. Encore a été civilisé par les Indiens, par les brahmanes indiens, hein, arrivés ici, qui ont apporté le savoir-faire de la construction et religieux et ainsi de suite. Bon, alors, donc effectivement, après le XVe siècle, il y a un bond, donc là on passe dans le chapitre le bond en avant de l'Occident. Et moi je dirais pas que c'est le bond en avant, c'est l'enfermement, le repli de la Chine et de l'Inde, qui à cette époque-là est déjà fini, parce qu'elle est devenue, c'est l'empire moghol, et c'est musulman, bon voilà, mais on parle surtout du choix de la Chine délibérée de s'enfermer, et qui a donné les clés du monde à l'Occident. C'est différent, hein.
Alors effectivement, la Renaissance en Europe, cette dualité, alors moi j'en parle beaucoup, cette dualité entre cet esprit individuel nordique et cette religion chrétienne abrahamique ou monothéiste ou adamique qui est arrivée, qui s'est transformée au contact des Indo-Européens, notamment des Nordiques et de Clovis, qui avaient les droits individuels. Je vous rappelle que le vase de Soissons, c'est toute l'histoire de, si vous voulez, de cette confrontation entre l'individu libre. Les rois germains étaient élus. C'était pas un droit divin, c'était élu. Les guerriers partageaient relativement équitablement les rapines et les conquêtes qu'ils avaient faites, les trésors acquis ou volés. Et Clovis se fait influencer par cette société, par cette religion orientale un peu pyramidale et l'esprit de liberté des Germains ou des Indo-Européens du Nord. Et ça a créé la civilisation chrétienne. Et cette dualité est restée, ce combat entre cet esprit individuel et cette religion un petit peu hiérarchique avec le droit divin, le pape, le roi, les rois de France étaient divins, je dirais, pas héréditaires, d'accord. Et ça a perduré. Mais c'est aussi quelque chose qui s'est transformé chez les Israélites quand ils sont arrivés en Europe. Ils ont été influencés par cet esprit de liberté et eux-mêmes, même voire plus, sont confrontés à cette dualité. Je veux dire, quelqu'un qui est d'origine israélite, qui est un même s'il ne pratique pas la religion juive, il est toujours pris dans cette dualité entre le respect, l'autorité de Dieu et le modernisme, la science. Vous voyez, c'est un moteur ça. Et ça, il n'en parle pas du tout. Alors, effectivement, le bond en avant, liberté individuelle, je reparle de Kalergi, guerre de 30 ans, libéralisme et ainsi de suite. Bon. Ensuite, il va nous parler, et c'est surtout, chose importante, la Chine décide de s'enfermer. Et pourquoi la Chine décide de s'enfermer? Alors je pense qu'on en parlera un peu plus tard, donc je garde ça pour plus tard. Donc chapitre suivant, le relatif recul de l'Occident. Alors, là on parle du fait que l'Europe n'a jamais été unifiée, ça oui, à cause de sa géographie avant tout, et de ses libertés individuelles. Donc il y a eu une période où il y avait trop de guerres, et quand il y a trop de guerres dans un continent, dans une région, de guerre étatique entre États et ainsi de suite, ça empêche le commerce, d'accord. Et ça, c'est ce qui, là je vais faire s'il y a trop de violence, trop de guerres, etc., claniques, ça fait reculer quand même les avancées du commerce et donc du progrès. Ça, l'Europe l'a quand même un peu connu. Et ensuite, il y a quand même aussi, si vous voulez, tout ce qui donnera dans le messianisme protestant, tout ce qui donnera le socialisme. Mais ça, on en parlera après. D'accord. Donc bon, il y a eu peut-être un petit peu recul de l'Occident. Voilà, ok, très bien. Mais l'Occident est resté toujours ouvert, et ça il a raison. L'Occident a cette volonté chrétienne, comme on est tous en un, pour les chrétiens et les catholiques, on est, pas pour les protestants et les juifs, mais on est, le catholicisme est une religion mondiale. Donc on peut partager nos connaissances avec le reste du monde, ça il a raison. Et il parle pas de la notion de karma qui est aussi très spécifique à l'Inde et à l'Asie en général, et qui est quelque chose qui peut tendre vers de l'égoïsme. Si tu souffres, c'est ton karma, tu as fait des mauvaises actions dans le passé, et ainsi de suite. Ça n'existe pas chez les chrétiens et les catholiques notamment. Un petit peu chez les protestants et les juifs, parce qu'ils ont une sorte de notamment les juifs. Mais bon. Voilà, donc ça c'est des choses qui peuvent changer dans les civilisations, mais pour autant dire que les autres civilisations sont plus égoïstes que la civilisation occidentale chrétienne, ouais, je dirais pas jusqu'à là, mais bon, pourquoi pas, on peut, avec cette notion de karma, on peut dire ça aussi. Bon, l'impérialisme n'est pas en cause. Alors là, c'est intéressant puisque il parle du socialisme et du communisme, et ensuite il fait un amalgame avec Poutine aujourd'hui. Alors, je veux bien que la Russie est un empire, ça c'est vrai, plutôt hiérarchique dans le modèle de deux sociétés que j'ai décrit. Qui accuse l'Occident, mais pas le peuple occidental, pas la culture occidentale, mais les élites occidentales actuelles qui sont des mondialistes wokistes, d'aller vers le mal.
Bah oui, bah tout à fait. Donc je vois pas trop là, il fait un amalgame. Hein. C'est pas les BRICS réclament un monde multipolaire, justement avec moins d'impérialisme américain, parce que pour lui, les États-Unis ne sont pas impériales. Et là, il se trompe totalement. Les États-Unis, c'est pas l'Europe. Hein. Les États-Unis, c'est pas du tout l'Europe. Les États-Unis est un espace plat avec quelques montagnes, comme je l'ai décrit tout à l'heure. C'est un empire multiracial, multiethnique, comme la Russie, multireligieux, comme la Russie, où une élite domine, ce sont les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, hein, les Anglais, descendants des Anglais, et qui ne partagent pas trop le gâteau. Mais c'est un pays libéral, donc un Indien, un Chinois peut réussir, devenir docteur, scientifique, il n'y a aucun souci, aller travailler à la NASA. Mais c'est un empire, les États-Unis. Hein. Il ne faut pas confondre avec l'Europe. C'est très différent. Et donc la Russie qui est un empire ou la Chine qui est un empire demande aux États-Unis de descendre d'un cran et de partager. Voilà ce qu'ils demandent. Hein. Donc là, il y a une confusion politique, je pense. Mais effectivement, là où il a raison, c'était en fait quand on peut... Les pays européens n'ont jamais été des empires en tant que tels. Ils ont été des empires coloniaux, ce qui est totalement différent. Ça, il le précise pas bien. Il fait encore un amalgame. C'est-à-dire, on peut pas comparer l'Angleterre avec la Russie. La Russie est un empire. Un empire territorial, c'est un espace continu, multiethnique, multiracial. D'accord? La Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis. Voilà, ça c'est des empires. Après, ne pas confondre avec les empires coloniaux. C'est des petits pays, l'Angleterre, la Hollande, la France, le Portugal, qui ont été, ils ont pas conquis, à mis à part l'Algérie qui était un cas particulier. Par exemple, si en Asie, le Cambodge et le Laos, c'était pas des colonies. Alors il y avait des habitants français, mais c'était des protectorats, c'est très différent. Seul le sud du Vietnam était une colonie en tant que telle. Vous voyez, en fait, les Anglais, ils ont jamais voulu aller habiter en Afrique. Ou l'Australie, c'était une prison. Hein, je le rappelle. Le Canada, bon, c'est un peu différent. Il y a eu une tentative de colonisation, mais l'Australie, c'était une prison. Une prison. On envoyait des prisonniers en Australie. Et après, bon, c'est devenu un pays. Mais c'était pas l'objectif. Les Anglais, les Hollandais, ils faisaient du commerce. Même les Portugais faisaient du commerce. C'était du commerce avant tout. C'était pas des volontés de colonisation. L'Algérie, c'est un cas à part. Mais même l'Indochine, c'était pas du tout l'Algérie. Même s'il y avait des habitants au Vietnam, c'était tout petit. Je veux dire, c'était rien à voir. Les Anglais, pareil. Mis à part les États-Unis. Et ça, c'est une colonisation religieuse des protestants. Hein. Donc là, il y a des amalgames, des confusions. Bon. Alors, l'impérialisme, oui, effectivement, quand les petits pays européens belliqueux, modernes, dynamiques, ça c'est tout à fait exact, dans cette dualité de confrontation entre cette religion un petit peu orientale et cet esprit de liberté individuelle nordique, ça crée du dynamisme et de la volonté de puissance au sens de Nietzsche, c'est tout à fait exact. Et ces pays-là sont allés faire du commerce avant tout. Comme eux, avant les Varegs, les Vikings suédois, sont allés faire du commerce jusqu'à Byzance. Quand ils pouvaient faire un petit peu de rapine, ils en faisaient. Mais avant tout, c'était des peuples. Nous sommes des peuples commerçants. Enfin, les peuples des bateaux, comme il explique Monsieur Charles Gave si bien, sont des commerçants. Et ensuite, il y a les peuples paysans, des arbres, etc. Bon, c'est un autre point. Donc, voilà. Et d'autres termes, ceux qui ont lancé les colonisations en Europe, et en particulier en France, c'est les socialistes. Ça, il faut lire le livre de Xavier Moreau, sur la gauche, le livre noir de la gauche française. C'est des socialistes, c'était du messianisme. Il fallait apporter, au-delà du commerce, et ça c'était quand même un trait assez français, il fallait apporter la civilisation. Très bien, mais ça c'est une erreur. Hein. Chacun a sa propre civilisation. Les Chinois veulent être Chinois. Hein. Ils veulent pas devenir Américains. Les Russes, ils veulent pas devenir Américains. Moi, Français, je veux pas devenir Américain. Chacun sa civilisation. Bon, très bien. La volonté de puissance, oui. Les États européens se sont modernisés, belliqueux à force de compétition entre eux, ça c'est tout à fait exact. Et ils ont eu la possibilité d'aller faire du commerce ou de la conquête dans le monde entier. Les Portugais sont allés jusqu'au Japon. Les Portugais ont apporté le piment en Asie. Les Portugais ont apporté tous les fruits d'Amérique du Sud, le maïs, etc. dans le monde entier. Donc les Portugais, c'est un très bon exemple. Voilà, très bien. Ensuite, une ancienne supériorité à discuter. Alors, autre chapitre. Alors là, il se trompe totalement. Alors là, je sais pas, il a fait un mélange, un amalgame.
c'est la théorie des glaces. Donc les Européens ont vécu dans l'âge de glace, ça nous a renforcés, on est devenu fort, on est devenu conquérant, etc. Non, non. Alors déjà, il y a une très grosse confusion parce qu'ils nous parlent des Indo-Européens. Mais les Indo-Européens n'ont pas vécu en Europe à l'âge de la glace. Dans la dernière période glaciaire, c'est moins de 20 000 ans. C'est l'aplogroupe I, c'est les descendants du Doggerland. Donc ça, il faut lire Doggerland. Voilà, il y a une version PDF gratuite, tout est expliqué là-dedans. C'est les habitants de Doggerland, les cueilleurs-chasseurs, qui eux ont vécu au contact de l'âge glaciaire et de la fin de l'âge glaciaire. Et ensuite, l'Europe est devenue un pays, un climat quasi subtropical. Et c'est là où il y a un développement démographique important et qui a donné la civilisation des mégalithes. Voilà, Karnak, Stonehenge et ainsi de suite. Et là, les Indo-Européens sont arrivés. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop comment ils se sont mélangés ou pas avec ces populations natives d'aplogroupe I. Et parce que les Indo-Européens, c'est un haplogroupe R, hein, R1, R2, R1A et R1B en Europe. Et ils se sont mélangés avec ces populations qui ont d'ailleurs migré en Scandinavie. Donc les Scandinaves, je ne parle pas les Allemands, hein, Scandinaves, hein, ont encore beaucoup d'haplogroupe I et un peu en Albanie, il me semble, mais après tous les Européens en ont. Mais bon, ça c'est pipeau, hein, d'accord, parce que les Chinois, les Mongols ont les mêmes conditions climatiques. Et ça. Alors maintenant, oui, on peut dire que tous les pays du Nord, les pays saisonniers en termes où il y a des saisons, c'est plutôt de ça dont il faut parler, où il faut s'organiser, etc. On peut peut-être développer le QI, parce que les QI les plus élevés, c'est pas les Européens, c'est les Chinois. Et avec la particularité des Ashkénazes, des Juifs Ashkénazes, mais qui sont des Européens, mais enfin mélangés avec l'apogroupe J, je pense, comme les Tchétchènes. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Donc voilà, c'est pas l'âge de glace qui a créé le dynamisme européen. Ça c'est voilà. Bon, bref. Et ensuite, il nous parle aussi de l'Égypte, et j'en avais reparlé avant, mais non, l'Égypte, c'était un pays dictatorial. Les Égyptiens, ils ont fait des pyramides, oui, c'est beau, ils ont fait c'était une religion complexe, etc. Alors, il y a eu une tentative de monothéisme, etc. Mais bon, l'Égypte, ça reste très beau, etc. Mais c'est pas les Grecs, hein, c'est pas les Grecs, hein, ni les Indiens. Hein. Les Indiens, ils ont inventé l'algèbre. Hein. C'est pas les Arabes. Hein. Ça a été transmis aux Arabes avec le zéro, etc. Et d'ailleurs, le zéro, le plus ancienne trace de zéro écrite, jamais écrite, c'est au Cambodge. Mais dans une culture indienne. Alors maintenant, après, il nous parle du chapitre d'énergie. Alors l'énergie, oui. Justement, je dirais plutôt c'est un manque d'énergie qui a créé ce dynamisme en Europe. C'est parce que nous sommes un pays tempéré, comme le nord de la Chine, où il faut se battre effectivement là pour les saisons, les récoltes, ainsi de suite. Et tous les pays subtropicaux, tropicaux, dont fait partie le Cambodge, etc., ont une tendance, ou l'Afrique, ont une tendance à la simplicité, parce que ici, vous avez des fruits toute l'année. Pour mourir de faim au Cambodge, c'est difficile, c'est compliqué quand même, il faut le vouloir. Mourir de faim et de froid, on n'en parle pas, mais par contre, après, il y a les maladies, hein, les maladies tropicales, etc., donc on vit moins vieux, voilà, donc ça se discute. Et les 3 œufs, c'est effectivement décrit dans l'espace CP. Hein, je vous remettrai le schéma. Les 3 œufs, c'est il faut un espace à soi, cohérent, de l'énergie et de l'éducation. Et quand ces 3 cercles vertueux se croisent, ça crée un espace de paix et on peut évoluer. Et bien ça, c'est ce qui s'est passé en Europe. Voilà. À une certaine époque, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Donc effectivement, bon, alors une fois de plus, il confond avec Indo-Européen, les premiers habitants de l'Europe. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, d'ailleurs, c'était dans l'espace, c'était pas dans le chapitre d'avant, c'est dans celui-là où il parle de ça, avec l'âge glaciaire et ainsi de suite. Donc ça, c'est tout à fait faux. Maintenant, ce qui a marqué et ce qui a créé vraiment différents peuples en Europe, c'est la géographie. Hein, et ça, il n'en parle pas. J'en reparle. Mais les Chinois étaient aussi hyper dynamiques au même type de région tempérée. Et les Chinois sont hyper dynamiques, hein, mais les Indiens aussi, d'une façon un peu différente. Les Brahmanes, donc ça c'est des Européens. Ok, très bien. Bon, les Chinois, les Indiens, etc. Ils ont inventé énormément de choses. Les Indiens, c'est eux qui ont inventé les arts martiaux, hein, pour info, hein, qui les ont diffusés en Chine. Mais la médecine, l'algèbre, l'architecture, la religion, etc.
Alors, maintenant, on passe dans la concurrence. Alors, moi, je dirais pas concurrence, mais compétition. Compétition entre États, oui. Compétition entre individus, oui. Ça, c'est un trait européen. J'en ai parlé avant. Et pourquoi? Et ça s'est accentué à cause du système non pyramidal de la société, mais aussi de cet esprit de liberté individuelle et de cette confrontation avec la religion du livre abrahamique qui a essayé un petit peu d'amener cette société hiérarchique en Europe et cette confrontation, ce refus à créer le dynamisme européen à mon sens. Alors après il cite Montesquieu qui est intéressant, hein, les nations du fort au faible, société de violence hiérarchique, mais si vous voulez, moi pour la société, alors oui, alors dans ce qu'il cite de Montesquieu c'est intéressant, c'est-à-dire en fait si vous êtes entouré de pays plus faibles que vous n'aurez pas tendance à vous développer, à vous défendre et ainsi de suite. Une fois de plus, l'Europe est un pays dynamique avec des frontières établies physiques, des fleuves, des montagnes, etc. Et qui a été en compétition, et ça c'est tout à fait exact, donc rien à dire là-dessus. Mais ce qu'il oublie, c'est que il y a aussi toute une partie de, là il parle lui surtout de guerre, etc. Enfin de compétition, un peu de commerce, mais surtout de militaire. Mais il ne parle pas trop de philosophie. Et là, il faut parler du judaïsme, parce que le judaïsme, les juifs européens, donc les Ashkénazes, qui ont été influencés par la religion chrétienne et se sont métissés, se sont mélangés avec des Indo-Européens, eux sont dans une confrontation perpétuelle, beaucoup plus forte que les chrétiens. Hein. Un juif est tout le temps en remise en question et en doute, etc., etc. Et maintenant, je vais vous parler d'un truc très important dont il n'a pas du tout abordé, c'est le droit à l'erreur. Et ça, c'est le point fondamental de la différence de la société hiérarchique, de la violence hiérarchique et de la violence libérale transversale. Le droit à l'erreur n'existe pas dans la plupart des autres civilisations que la civilisation occidentale. Le droit à l'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est dans une civilisation, dans une culture où on peut se tromper et recommencer. D'accord? Dans une civilisation de violence hiérarchique pyramidale, en Chine par exemple, dans le cas de la Chine, si un mandarin commet une erreur, etc., il va en prison, il est exécuté. Hein. En France, comme c'est un peu le sud, c'est influencé plus par les civilisations hiérarchiques d'Afrique du Nord, du Maghreb et de l'Arabie. C'est un peu moins le cas, mais en Europe du Nord, dans les sociétés de l'individu libre et entrepreneur de l'Europe du Nord, le droit à l'erreur est totalement acquis. Et c'est au contraire, même aux États-Unis, le droit à l'erreur, vous avez fait faillite, vous recommencez, c'est de l'expérience, c'est de l'acquis, c'est du savoir, de la connaissance. Et ça, c'est vraiment un point clé, c'est que nous sommes la société du droit à l'erreur. En Chine, ça n'existe pas. Dans le reste du monde, ça n'existe pas. Les fonctionnaires en Asie ou même au Cambodge, ils sont terrifiés, quoi. C'est des gens qui ont peur. Parce que s'ils font une erreur, hiérarchiquement, ils se font écraser, quoi. Et voilà, ça, c'est un point ultra important. Et ce droit à l'erreur, ça vient de la liberté individuelle nordique, germanique, viking, jusqu'à l'ère viking. J'en parle dans l'espace épais. C'est extrêmement important parce que c'est le fondement même de la différence et de l'évolution européenne. Et ça, il en parle, mais alors, pas du tout. Donc, on continue et ça va nous arriver. Et le droit, et pour insister un petit peu là-dessus, le droit à l'erreur, c'est le droit au doute. Hein, c'est le droit au doute. Alors, il parle du thomisme, etc., mais il n'a pas été jusqu'au bout de sa réflexion. C'est parce que le doute, c'est le droit à l'erreur. Je doute de l'existence de Dieu. Par moments, je doute, je remets en question les choses. Je peux me tromper, mais Dieu va pas me rejeter pour autant. Dans les religions égyptiennes, chinoises, perses, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Hein. Voilà. Et ça découle ensuite dans le système politique de ces pays. Hein. Donc on passe à l'ingéniosité, chapitre suivant. Donc là, c'est le droit à l'erreur, c'est ce qui nous a permis d'évoluer, de nous tromper et de recommencer et d'évoluer, d'apprendre de l'acquis. Le droit à l'erreur, ça nous permet aussi d'apprendre à communiquer. On s'est trompé, on explique pourquoi, on partage la connaissance avec l'autre pour qu'il ne refasse pas ces mêmes erreurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors maintenant, il ne parle pas de l'époque de la Chine
des royaumes combattants. À cette époque-là, la Chine ressemblait beaucoup à l'Europe. Elle n'était pas conquise, il y avait des royaumes combattants. Et c'est à cette époque-là où la Chine a tout inventé. Et quand je dis que les Chinois ont tout inventé, bon, ils en parlent quand même, mais les Chinois ont réellement tout inventé. Hein, du papier-monnaie jusqu'à, je sais pas moi, la poudre à canon, la poudre à fusée, l'imprimerie. Mais c'est durant ces époques-là. Et ensuite, quand la Chine s'est unifiée et qu'elle est devenue un empire vaste et autosuffisant, la Chine est un pays riche en soi. Alors oui, il y avait pas, à l'époque, on n'avait pas besoin de pétrole, par exemple, hein, mais la Chine est un pays riche. Donc effectivement, elle s'est endormie à une époque là, mais elle a connu une ère comme l'Europe. Mais c'est dû à sa géographie. Et pourquoi l'Europe n'a jamais été unifiée? C'est à cause de sa géographie. Et ça, il y a un auteur qui s'appelle Jared Diamond. Et je vous invite à le lire. Je vais pas vous lire tout le texte parce que c'est long. Mais postule que c'est l'absence de frontières naturelles sur le territoire chinois, qui est une vaste plaine avec des grands fleuves, qui a permis son unification. Et unification qui a permis ensuite son renfermement. Comme tous les grands empires de ce monde. Hein. Qu'est-ce qui a poussé après les États-Unis à faire un peu le gendarme du monde? C'est parce que les États-Unis étaient dans un mode paranoïaque, d'accord? Ce qui est moins le cas des Chinois. Les États-Unis ont été fondés par des religieux protestants, fanatiques, qui fuyaient les persécutions en Angleterre, qui étaient également protestantes. Mais il n'y en avait pas des persécutions, il faut être clair. Hein. Ça, c'est Cromwell, etc. C'est des mecs qui ont cherché la terre promise. Bon, j'en parlerai après, dans un autre chapitre. Mais voilà, donc la géographie, n'en parle pas du tout, c'est extrêmement important parce que la Chine, c'est une énorme plaine en fait. Alors il y a des montagnes, certes, vers l'Himalaya, ensuite il y a la mer, quelques grands fleuves, mais bon, c'est pas insurmontable et c'est ce qui a permis l'unification de la Chine. L'unification de la Russie aussi. Enfin, la Russie, ok, il y a le mont, comment s'appelle, l'Oural, mais bon, c'est pas très haut. Et après, c'est une vaste plaine. Et les États-Unis, c'est une vaste plaine. Moi, je sais pas si vous avez été, moi j'ai déjà survolé les États-Unis d'est en ouest. Mais c'est une vaste plaine, il n'y a rien. Après, vous avez les monts Rocheux, ok, et les petits monts Appalaches, mais il n'y a rien. C'est que du plat. D'accord? Donc ça permet d'unifier un empire. En creusant des routes, etc., etc. Et les Romains, c'était pareil. Parce que le plat, c'était l'eau de la Méditerranée. Et vous remarquerez que les Romains, en Écosse, ils ont construit 2 murs. Ils ne se sont pas embêtés à traverser les montagnes écossaises. C'est trop compliqué. Donc c'est ça qui a fait que l'Europe n'a pas été unifiée, parce que il faut aller en Espagne, il faut traverser les Pyrénées, en Italie, il faut traverser les Alpes, la France, elle est délimitée avec l'Allemagne par des fleuves, des grands fleuves, etc. La géographie est extrêmement importante. Et ensuite, effectivement, la taille d'un empire comme la Chine, elle se suffit elle-même, et elle a tellement de problèmes de gestion interne, comme l'Inde ou la Russie. C'est-à-dire, en fait, vous vous rendez compte, la taille de ces empires, mais ils n'ont pas besoin d'aller se créer d'autres problèmes en allant coloniser un pays en Afrique. Ils ont pas le temps. Ils ont déjà à faire dans leur empire. Hein. Ça aussi, c'est important, c'est pas du tout abordé. Ensuite, maintenant, la puissance martiale. Alors oui, la puissance martiale, mais elle a existé en Chine, hein, ou en Inde, hein, je veux dire. Donc après, donc c'est la puissance martiale dans le sens que les Européens sont disciplinés, c'est exact, éduqués, disciplinés, etc., qui permettent une instruction et un savoir-faire militaire, scientifique et autres, c'est tout à fait exact. Et après, il cite Macao. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les Chinois cèdent Macao ou cèdent Hong Kong aux Anglais plus tard, ça suffit. Désolé, mes chiens. Ils s'en moquent, les Chinois. Les Européens n'ont jamais été à l'intérieur de la Chine. Et d'abord, ils se feraient massacrer. Parce qu'il ne faut pas rigoler quand même, d'accord? Donc en fait, les Occidentaux ont, à cause de leur agressivité, et ça c'est tout à fait exact, ont eu des concessions, des comptoirs. Bon, mais c'est tout petit. La Chine, c'est énorme, d'accord? Donc c'est pas une conquête magistrale. C'est comme les Français en Indochine. Les Français, je rappelle qu'ils voulaient aller en Chine. Ils ont fait 2-3 batailles avec la Chine et ils se sont dit, ouais, on laisse tomber. La Chine, c'est trop grand. Et c'est des populations immenses. Donc ils ont fait un deal avec la Chine. Et puis ils ont pris la Cochinchine, le Sud-Vietnam, que les Chinois leur ont concédé comme ça, comme Macao aux Portugais et plus tard Hong Kong aux Anglais. Mais ça ne traumatise pas les Chinois. Hein. Faut bien le comprendre, d'accord? Ensuite, il nous parle effectivement des conquêtes d'Amérique du Sud. Oui, alors les conquistadors ont conquis une grande partie de l'empire Inca et Aztèque, mais par magouille, entre guillemets.
Ils se sont alliés aux Incas qui n'aimaient pas les Aztèques, etc. Ils ont kidnappé le roi aztèque, ils ont fait des rançons d'or, ils ont conquis par la ruse. Alors la ruse fait partie de la force, hein, tout à fait. Mais ils n'ont pas fait des... Et ensuite, faut bien comprendre que les Incas et les Aztèques, c'était des épées en bois qu'ils avaient. Hein. D'accord. Donc bon, il y avait quand même une différence technologique. Enfin, après, il nous parle effectivement de la différence entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une différence fondamentale. Et pourtant, c'est des Indo-Européens, des Européens qui ont conquis les deux. Mais la différence, elle vient des WASP. C'est que les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays. Ça a été conquis par des protestants fanatisés qui cherchaient la terre sainte. Et si vous voulez, autant que l'Église catholique française s'est dit à un moment donné, la nouvelle Israël, il y a eu une nouvelle alliance. Ça, regardez ma vidéo, je mettrai en descriptif de ma réponse à l'abbé Raffray. Oui, il y a eu des alliances avec Dieu, a fait des alliances avec ses peuples. La France s'est dite une nouvelle alliance, une nouvelle Israël, mais c'était relativement contrôlé, thomismé, avec le thomisme, c'est quelque chose de pensé, de logique, de réfléchi. Mais quand les protestants arrivent aux États-Unis pour aller chercher leur terre promise, ce sont des fanatiques. Eux, ils sont élus par Dieu, choisis par Dieu. Et il y a plus de doute chez eux, d'accord? Et donc c'est un pays. Et ensuite ils sont parano parce qu'ils pensent qu'on va leur voler leur terre promise. Donc c'est très spécial. Et l'Amérique du Sud, les Portugais se sont mélangés avec les populations. Bon, pas complètement, mais ils se sont fait absorber dans cette civilisation de hiérarchie pyramidale. Et ils se sont dit, bah c'est pas mal en fait. J'ai un contrôle, les indigènes me respectent dans ce sens-là. Et ça a existé dans toutes les colonies. Vous croyez qu'au Cambodge, etc., les Français ou au Vietnam. Alors Vietnam, c'est différent parce que les Vietnamiens, c'est quand même un peuple beaucoup plus individualiste. C'est un peu comme les Chinois. Et ils n'ont pas été enfermés. C'est un peuple qui est conquérant et qui est un peuple de commerce. Mais par exemple, les Cambodgiens étaient plus proches d'un peuple paysan, plus des arbres, comme dirait Charles Gave, comme le peuple français, qui est un peuple paysan grégaire, moins commerçant. Mais les coloniaux ont profité des systèmes de superstition, des systèmes de hiérarchie. Et les Anglais aussi, notamment dans toute l'Afrique. Ils en ont profité de ces systèmes-là. Ils l'ont pas changé totalement. Hein. Et bon, ça, c'est ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Ils se sont fait enrouler dans ce système et ils ont pu évoluer. Parce que quand vous êtes dans un système pyramidal où vous avez tout le pouvoir, mais pourquoi changer? Pourquoi évoluer? Pourquoi la Chine n'a pas évolué pendant tant de siècles? Parce que ceux qui étaient au pouvoir étaient tranquilles. Pourquoi changer? Quand vous avez le pouvoir et que tout va bien. Pourquoi changer? Nous avons changé, nous Européens, parce que nous sommes un peuple, une civilisation de la non-satisfaction. Nous cherchons toujours plus. Ça vient de notre dualisme entre cette religion qui offre le salut éternel, etc., et notre aspect scientifique et individualiste. C'est quelque chose, effectivement, qui est particulier à l'Europe. Donc, on arrive au chapitre propriété et la liberté. Oui, effectivement, ça c'est un trait assez européen. Il nous parle des Grecs, etc. Alors oui, effectivement, les Grecs ont inventé la démocratie, mais la démocratie élitiste. Hein, les Grecs avaient des esclaves. Je veux dire, c'était des gros propriétaires terriens. Vous n'aviez pas de droit quand vous étiez esclave. Le droit démocratique grec, c'était réservé aux élites. Donc c'était quand même un petit peu pyramidal aussi. Hein. Je veux dire, c'est l'Europe du Nord qui est la société de l'individu paysan libre. C'est pas les Grecs. Hein. Le paysan, il n'avait pas de droit. Hein. D'accord? Alors, les Grecs ont réfléchi, avaient du temps libre, et les élites avaient du temps libre, et ils ont créé la philosophie, des réflexions. Alors ça, c'est indéniable, hein, c'est une des plus grandes cultures au monde, on est d'accord. Et les Romains ont tout pompé sur les Grecs. Hein. Ils ont fait peu de choses par rapport aux Grecs, ça, je suis d'accord. Mais, point de vue politique et liberté individuelle, non, liberté des élites. Hein. Et ça a influencé aussi, après, l'époque médiévale en France. Hein, parce que oui, effectivement, il a raison, Julien Rochdy, il y avait une liberté de fief. C'est-à-dire, avant que l'État français ne se crée réellement et devienne un peu pyramidal, les grands seigneurs étaient très libres, comme c'était le cas en Chine pendant l'époque des royaumes combattants. Et ça, c'est stimulant, effectivement. Mais le paysan, lui, il n'était pas libre. Hein. Le paysan, c'était un serf. Hein. Donc, il n'était pas du tout libre. Il y a eu une régression, au contraire, par rapport aux Celtes ou aux Germains.
Il y a eu une régression de l'individu, des libertés individuelles, qui sont revenues après la guerre de 30 ans. Donc ça, il faut faire attention tout de même. Alors après, effectivement, ce droit individuel, etc., mais il est quand même très nordique. Et d'ailleurs, il y a une différence, même aujourd'hui. Vous prenez les pays scandinaves qui sont beaucoup plus libres individuellement et que les pays du sud de l'Europe. Il y a moins de corruption, il y a moins de magouilles, etc. Alors maintenant, on passe dans la maîtrise rationnelle du monde. Alors effectivement, là, il a raison d'un point de vue philosophique. Il cite Max Weber, oui, sur le taoïsme, le confucianisme, etc. Mais il se trompe tout de même un peu sur le bouddhisme. Là, on voit qu'il n'a pas une grande culture des philosophies asiatiques, ce qui est le cas de beaucoup de personnes. Et là, je vais quand même devoir, si vous voulez, citer Nietzsche. Nietzsche, normalement, c'est sa spécialité. Dans l'Antichrist, sur le bouddhisme. Parce que le bouddhisme, si le thomisme recherche une logique dans la création du monde et de Dieu, pour pouvoir le prouver, entre guillemets, prouver son existence de manière scientifique, tout du moins logique, le bouddhisme, c'est la religion de la logique. Alors, je veux dire, plus logique que le bouddhisme, c'est compliqué. Hein. Alors là, je vais citer donc Nietzsche, sa grande spécialité, mais peut-être qu'il n'a pas lu ce livre, je ne sais pas. L'Antichrist, donc, de Nietzsche. Là, je le cite, donc, ouvrez les guillemets. Le bouddhisme est 100 fois plus réaliste que le christianisme. Il porte comme héritage la faculté de savoir objectivement et froidement poser les problèmes. Il vient après un mouvement philosophique de plusieurs siècles. Ça, c'est l'Inde. L'idée de Dieu, dans sa genèse, est déjà fixée quand il arrive. Le bouddhisme est la seule religion vraiment positivite, alors ça c'est un terme, je pense, de l'époque, donc positive ou autre, hein, que nous montre l'histoire. Même dans sa théorie de la connaissance, entre parenthèses, un strict phénoménalisme, il dit plus lutte contre le péché, mais donnant droit à la réalité, lutte contre la souffrance. Le bouddhisme est la religion la plus logique qui existe sur Terre. Alors je pense qu'il n'a jamais dû ouvrir la triple corbeille ou lire des textes fondamentaux du bouddhisme. Bouddha, d'abord, n'était pas un dieu, bien évidemment, et il explique des méthodes logiques pour arrêter la souffrance humaine. Et il lutte contre les 3 poisons mentaux, qui est l'ignorance, qui amène au besoin, à l'attachement, et qui amène à la colère. Voilà, je veux dire, c'est plus logique, c'est pas possible. Hein. Donc voilà pour ça. Alors effectivement, oui, Hérodote a créé l'histoire, etc. Mais comme j'ai dit, les Chinois aussi avaient des livres historiques. Je veux dire, bon, bref. Après, donc, on parle du grand explorateur Zheng He, 15e siècle, qui a peut-être fait le tour du monde. Hein. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que Zheng He était un eunuque musulman. Et ça, c'est important, d'accord. C'était un musulman, hein. C'était pas un shintoïste, un taoïste ou un confucianiste. Et alors lui explorait le monde bien avant nous et avec effectivement une avance technologique. Et puis il y a eu effectivement, comme il le décrit très bien, il y a eu un changement de dynastie en Chine. Et puis ils se sont dit bon, on arrête. Pourquoi aller nous embêter à aller voir ce qu'il y a en Afrique? On a tout ce qu'il faut chez nous. À l'époque, il n'y avait pas besoin de pétrole ou d'uranium. Donc voilà, on s'enferme, on ferme, on a un système hiérarchique qui marche bien, on a un système religieux qui marche bien, nos paysans sont gentils, bien dressés, bien domptés, bien civilisés, on a des métiers, on a tout ce qu'il nous faut. On s'embête pas, on ferme, voilà. Ce qui était un peu le cas du Japon aussi. Hein. D'ailleurs, le Japon, il n'en parle pas, parce que le Japon, c'est intéressant, parce que il parle des chevaliers européens, etc., mais il y avait les samouraïs au Japon, d'accord? Mais les samouraïs ont fait dans l'excessif. Il y a eu trop de guerres, de querelles de chefs, de seigneurs, avec une géographie peut-être moindre, qui permettait pas de limiter peut-être les guerres. Il y avait trop de guerres à un moment donné. Et pour moderniser le Japon, l'empereur a tué les samouraïs, a arrêté, parce que sinon c'était sans fin. Et ça a permis l'unification et la modernisation du Japon. Vous voyez, c'est intéressant. Et la France a fait un peu la même chose en interne. Hein. Tous les pays européens ont fait un peu la même chose en interne.
Et ça, il n'en parle pas. Alors, bon, voilà pour ça. Donc, effectivement, trop de guerres, trop de querelles dans un petit espace est contre-productif. Il faut des frontières déterminées pour pouvoir avoir des périodes de non-guerre. Ce qui était le cas en Europe. Hein. L'Europe n'a pas fait la guerre continue. Et heureusement, sinon on n'aurait pas évolué. Alors maintenant, le savoir. Alors là, je fais une petite parenthèse parce qu'il ne parle pas du tout du judaïsme. Je répète, le judaïsme influencé par le christianisme européen et le judaïsme ashkénaze, celui qui a évolué au contact des Européens et en se métissant avec les Indo-Européens. Et là, je vais citer ce que je cite dans l'espace CP, non, dans Doggerland, c'est qu'en fait la Corée, parce qu'il dit à un moment donné, je pense que c'est là qu'il en parle, il dit que tous les prix Nobel, la plupart des découvertes scientifiques sont arrivées en Europe, en gros, pour faire simple. Mais 20% de tous les prix Nobel sont donc des Européens, des Caucasiens, on va dire, juifs. 20%, c'est énorme quand même. Hein. Et aujourd'hui, ça change. Hein. Il y a beaucoup plus de Chinois maintenant. Alors pourquoi les Coréens se sont posé la question pourquoi? Et ils ont dit mais c'est quand même incroyable. Les Juifs représentent 1% de la population mondiale et ils ont 20% des prix Nobel. Quand même incroyable. Et là, ils se sont intéressés au système du Talmud et de l'apprentissage dans les écoles talmudiques juives. Et les Coréens, n'ayant aucune appréhension avec les Juifs, ils n'ont pas été entre guillemets embêtés par les Juifs durant le développement de l'Europe, etc. Ont intégré le cursus du Talmud dans leur système scolaire. Intéressant. Intéressant. Alors, je vais vous lire, je vais pas vous lire tout le texte de Doggerland que j'avais mis là, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu, même chez les Grecs, et on a ça aussi chez les bouddhistes, notamment tibétains, chez les juifs, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, de la contradiction dans le système éducatif. On apprend quelque chose et après, on cherche à prouver le contraire. Dans les écoles talmudistes, c'est en fait, ils se font des combats à deux et ils essayent de prouver le contraire de l'autre. D'accord? Et bien ça a existé chez les Grecs, ça a existé, c'est resté dans l'Europe, même si l'Église catholique à un moment donné, a essayé un peu d'étouffer ça. Mais c'est resté, c'est un trait européen, mais c'est surtout un trait juif. Et c'est quelque chose qui nous ont certainement un peu transmis à travers le monothéisme et ensuite le christianisme. Alors voilà, ça c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle notamment l'herméneutique, le système herméneutique qui est grec, hein, qui était ces duels d'idées, hein, ces confrontations d'idées. Voilà. Point intéressant à noter, parce que ça, il n'en parle pas du tout. Ensuite, on va dire que il y a un autre point qu'il aborde, mais pas très clairement, c'est le protestantisme. Alors, il y a la guerre de 30 ans, etc., je vous en ai parlé, et ensuite, il y a le fait que les protestants, avant qu'ils deviennent fous religieux, ont apporté un souffle nouveau à l'Europe, c'est-à-dire l'idée de pouvoir individuellement se développer avec des États moins dominants, moins forts, comme les États du sud de l'Europe, notamment espagnols. Je vous citerai un texte après. Et donc, ils ont créé le libéralisme économique et le capitalisme dans le sens, même s'il a existé en Italie avant ou à Toulouse au Moyen-Âge, ils ont créé le capitalisme industriel, on va dire, d'accord? Et ça a permis toutes les navigations, les explorations des Hollandais et des Anglais par la suite, et aussi des Français, mais il y avait beaucoup de protestants aussi chez les Français. Alors ça c'est intéressant, c'est quelque chose qui... Alors je parle de ça avant que le protestantisme ne devienne totalement messianiste et dérive dans des idées de peuples élus, etc. Donc ça c'est l'Afrique du Sud, l'apartheid, les États-Unis, le racialisme américain, ainsi de suite. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc là je vais vous citer un texte, et donc il y avait des différences quand même énormes après la guerre de 30 ans ou un peu avant, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Il y avait des libertés individuelles en Europe du Sud qu'il n'y avait pas en Europe du Nord, qu'il n'y avait pas en Europe du Sud. Hein. C'était quand même deux mondes différents. Hein. Et même entre la France et l'Espagne. Et là, je vais vous citer, si vous voulez, en 1672, là je cite Doggerland, hein, le marquis de Villars est nommé ambassadeur de Louis XIV à la cour des rois d'Espagne. D'accord? Charles II.
Son épouse, la marquise, écrira de nombreuses lettres à Madame de Coulanges, sa meilleure amie, pour décrire parfaitement la différence culturelle entre le royaume d'Espagne et le royaume de France. D'accord ? Et pourtant, c'est deux pays très proches. Hein. Le royaume d'Espagne, il sera décrit comme barbare avec sa terrible et cruelle inquisition qui sévira jusqu'en 1834. Et là, elle parle du roi. Un roi sombre, jaloux, bon ou féroce, selon l'influence régnante, aimant sa femme, beaucoup même, mais l'aimant à sa manière qui n'était pas la bonne. Lui offrant pour récréation principale une tuerie de taureaux ou une grillade de juifs. Vous voyez, donc le barbarisme, je veux dire, voilà. Même au sein de l'Europe, il y a des différences culturelles et il y a eu un apport quand même pour les protestants dans le libéralisme, cette idée de droit individuel, etc. Après, d'une manière générale, le christianisme a aussi beaucoup adouci nos mœurs. Je rappelle que les Spartes tuaient les bébés handicapés, promouvaient l'homosexualité au sein des troupes pour une cohésion guerrière. Les enfants mâles étaient enlevés à leur mère à l'âge de 7 ans pour être dressés plus qu'éduqués et instruits à la guerre. Il y a la philosophie grecque un peu, bien évidemment. Bon, bref, voilà. Maintenant, chapitre travail et abondance. Alors oui, il nous parle du QI. Effectivement, le développement médical, l'hygiène, la nourriture a permis aux Européens de développer un QI, mais aussi les Chinois. Hein, le plus haut niveau, ça, je parle de statistiques, les plus hauts niveaux de QI, c'est la Chine du Nord, hein, et pas l'Europe. Donc ça, oui. La révolution industrielle qui en a découlé, etc., etc., oui. Bon, là, pas grand-chose à dire. Influence des protestants tout de même, et des juifs, et là, il n'en parle pas beaucoup. Ensuite, nous arrivons vers la fin, donc la culpabilisation de l'Occident. Bah, ça, c'est le wokisme, là, je suis d'accord. Effectivement, nous n'avons pas fait ce mal dans le monde entier, nous n'avons pas colonisé, détruit l'Afrique ou l'Asie. Au contraire, les États ont plus dépensé qu'ils n'ont jamais reçu. Cela ne veut pas dire que des individus mauvais ont existé et abusé, bien évidemment, comme ça existait en France. Je rappelle que les Romains, quand ils ont conquis la Gaule, ont fait 1 million d'esclaves. Ont détruit la culture celtique parce qu'il y avait sans doute, pour eux, ça les choquait. Les Celtes étaient extrêmement violents. Ils faisaient des sacrifices humains. Hein, je rappelle que Vercingétorix a fait partir les femmes, enfants et vieillards, et ils essayaient de mourir dehors, hein, au siège de Paris. C'était des gens durs, très durs. Hein, faut quand même, ça a choqué les Romains, qui étaient une civilisation plus douillette, même si eux étaient durs par rapport à nous. Mais les sacrifices des druides, des trucs et ça, c'est un peu comme Cortés en Amérique du Sud. Voilà, donc ça a toujours existé. Donc, il y a aussi un trait particulier à l'Europe qui a permis à son adoucissement et sans doute réduit ses violences, etc. et a permis l'essor culturel européen. C'est le christianisme, et ça il faut en avoir conscience, qui est en dualité avec cet esprit violent nordique et ces religions païennes nordiques qui étaient quand même très sauvages. Je rappelle les tortures que faisaient les Vikings ou les Germains, les sacrifices des Celtes, et ainsi de suite. C'était voilà, le christianisme a adouci un peu tout ça, organisé un peu tout ça, et ça a permis, avec le thomisme entre autres, et les droits de liberté que les protestants ont remis au goût du jour, et le commerce, ça a adouci un peu nos mœurs, même s'il y a toujours eu des guerres, mais ça a permis l'essor culturel, philosophique et politique de l'Europe. Alors, il parle un peu des protestants à un moment donné sur le capital commun, sur la mise en si vous voulez. Il y a eu une étude qui a été faite, c'est intéressant. Ce qu'il dit, c'est que entre chrétiens et notamment protestants, on se fait plus confiance, ce qui est logique. Alors maintenant, la capitulation de l'Occident. Oui, et là, je vais refaire un trait avec la Russie et la Chine, avec les empires qui ne veulent pas de l'Empire américain. L'Empire américain est en déliquescence. L'Empire américain est totalement en fin de vie quelque part. Enfin, en tout cas, dans les mœurs, dans le wokisme, la philosophie, tout nous vient des États-Unis. Alors oui, c'est le postmodernisme qui est venu d'Europe, mais en Europe, nous, on a toujours l'intelligence quand même à un moment donné de nous arrêter, hein, avec ce dualisme, ce thomisme peut-être. Hein, on a quand même on sait s'arrêter à un moment donné. Je parle de l'Europe occidentale, mais parce qu'on n'est pas un empire, mais
tout ce qui est un peu empire comme Russe, Chine ou États-Unis, à moindre mesure l'Inde, ont du mal à s'arrêter parce que le pouvoir est souvent concentré entre peu de mains. C'est le cas des États-Unis, hein, avec l'État profond ou les WASP, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, etc. Et comme il n'y a pas de contre-pouvoir puissant, même si aux États-Unis il y en a eu, mais plus aujourd'hui, l'État profond contrôle tout et le mondialisme qui nous vient des États-Unis cherche à imposer au monde entier un modèle de société pour une gouvernance mondiale avec une castration des peuples. Là, du coup, il n'y aura plus de guerriers. Et ça, c'est ce que ne veut pas la Russie. Hein, c'est ce que ne veut pas l'Inde, c'est ce que ne veut pas la Chine. Même s'ils ont leur propre travers de société hiérarchique pyramidale, aujourd'hui, qui veut un monde multipolaire, familial, religieux, sans tomber dans la superstition, parce que ça n'existe pas. En Russie, il y a une liberté individuelle qui existe, non pas politique, hein, mais de commerce ou d'entreprendre individuel, comme en Chine, hein, ou comme au Cambodge. Je veux dire, économiquement, les Chinois sont ultra libéraux. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Le modèle de l'empire américain, et ça, il ne le dit jamais, mais les États-Unis est un empire, et qui cherche à imposer au monde entier sa décadence. Mais nous, on ne veut pas de sa décadence. Enfin, moi, personnellement, j'en veux pas. Un homme est un homme, une femme est une femme. Je veux dire, changer de sexe à partir de 5 ans, c'est quoi? C'est pas possible. C'est un non-sens. Voilà. On n'en veut pas. On veut pas de ce modèle-là. Les États-Unis vont peut-être se redresser à un moment donné, changer, parce que je pense que la majorité des peuples, comme dans tous les pays, ont du bon sens. Les Américains ont du bon sens. C'est plus une élite tordue, satanique, folle, qui cherche à faire ça dans le monde. La guerre en Ukraine en est la démonstration. Je pense que Rushdie, lui, soutient l'Ukraine, vu que ça transpire dans sa vidéo. Mais en réalité, c'est une erreur, parce que les Ukrainiens ne se battent pas pour leur liberté individuelle ou pour leur pays. Ils se battent pour le wokisme. Donc ça, il faut le comprendre. Les Ukrainiens ont tout intérêt à faire l'appel immédiatement avec les Russes, reprendre le pouvoir chez eux, virer Zelensky, qui est un agent mondialiste, faire attention aux Polonais qui ont des vues territoriales qui étaient leurs anciens territoires d'ailleurs, et devenir un pays neutre et se développer économiquement. C'est ça l'avenir pour eux. C'est bon. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc effectivement, l'Europe capitule à cause du wokisme, à cause du mondialisme. La religion catholique en France est en perte de vitesse, et c'est dommage. Et c'est pour ça que beaucoup de jeunes sont attirés, par exemple, par des religions qui sont plus solides, comme l'hindouisme, comme le bouddhisme ou l'islam, qui vont apporter du concret, de la logique, un cadre. Et ça, c'est bien dommage, parce que le thomisme catholique est intéressant. Donc là, c'est l'abbé Raffray, mais voilà, et en plus, c'est notre culture. Hein. Donc voilà. Ensuite, bon, après, il fait un résumé des causes. Ok. Nous sommes, les Occidentaux, la société du droit à l'erreur et du dualisme entre une société hiérarchique et une société libérale. Voilà. Mais ça, il n'en parle pas. Hein. Je pense qu'il n'est pas arrivé jusque-là dans sa démarche intellectuelle, où il n'a pas réfléchi. C'est fondamental pourtant. C'est parce que nous ne sommes pas une société pyramidale, hiérarchique pyramidale de violence, mais une société de violence libérale, du capitalisme de surveillance. Alors ça, il parle un petit peu du capitalisme de surveillance sans le dire, mais effectivement, cette société de surconsommation, on va dans une dérive, hein, puisque maintenant c'est l'inverse, et c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, et c'est ce que je vais dire en conclusion maintenant. C'est que si vous voulez, la société occidentale, et là du coup j'inclus l'Empire américain, est la société du mensonge. Parce qu'on nous dit, vous êtes une démocratie, votez, et on s'en fout, on change ça c'est Maastricht, hein, c'est l'Europe qui dirige, on n'a rien à dire. La France est en guerre contre la Russie de manière... pas bouger, de manière par procuration, excusez-moi, c'est mes chiens qui jouent. On a demandé l'avis du peuple? Bah non. Pas d'électricité, on a demandé l'avis du peuple? Non. On fait un référendum, savoir si on arrête on va arracher du gaz et du pétrole aux Russes ou pas? Référendum? Non, pas. Vous voyez, donc on est dans une société dite libérale
Et on est en réalité dans une dictature social-démocrate du capitalisme de surveillance. Au moins dans un empire russe, au moins dans l'empire chinois ou au Cambodge où j'habite, on sait à quoi s'en tenir. J'ai une totale liberté d'entreprendre individuelle. En Chine aussi, vous pouvez créer votre société. En Russie aussi, vous pouvez créer votre société. Mais je connais les limites. Je ne peux pas insulter le roi ou le Premier ministre. Je ne peux pas faire une opposition frontale à leur politique. En Russie, en Chine, c'est la même chose. Mais c'est ça la liberté. La liberté, c'est connaître ses limites. C'est ça qui nous rend libres. Quand on ne connaît pas ses limites, on est esclave. Et ça, c'est le modèle européen actuel. Donc oui, l'Europe est en perdition. Absolument. Le modèle devient fou, débloque. Dans le wokisme, dans la politique, dans la philosophie, dans les libertés individuelles, il n'y en a plus en Europe. Même entreprendre, mais entreprenez en France aujourd'hui, il faut être courageux. C'est aller entreprendre en Asie. C'est là où il faut aller entreprendre. C'est là où se trouve l'avenir de l'entrepreneuriat, avec une liberté individuelle, très peu d'impôts. Voilà un petit peu les contradictions que j'ai pu relever dans cette vidéo qui était par ailleurs intéressante. J'espère que vous avez pu prendre plaisir avec ces analyses. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo-là, eh bien, aimez-la, partagez-la, c'est important. Et je vous dis à très bientôt.